Et on dirait bien que tout le système que vous venez de décrire ressemble beaucoup à une pyramide de Ponzi, non? Eh bien, oui, un système de Ponzi doit être maintenu en vie, parce qu'il faut sans cesse de nouveaux entrants dans le système. En réalité, il n'y a rien de concret, rien du tout. Mais on fait semblant, on prétend que ça va rapporter de l'argent. On verse de très gros dividendes et des plus-values aux investisseurs, comme si on gagnait énormément. Alors, d'où vient cet argent pour payer les investisseurs, s'il n'y a en fait aucun profit réel? Eh bien, on continue à faire la promotion du système de Ponzi. On espère attirer de nouveaux investisseurs. Comme disait P.T. Barnum, il naît un pigeon chaque minute. Et on compte sur ces nouveaux pigeons pour alimenter le système. On utilise leurs apports pour verser les gros dividendes aux premiers investisseurs. Et ainsi, le système continue de tourner. Mais au bout du compte, les dettes nominales envers les déposants ou les participants au système deviennent tellement élevées qu'il n'y a plus d'argent qui arrive de nouveaux investisseurs et tout le système s'effondre. Eh bien, l'économie d'aujourd'hui ressemble à ça. Le secteur immobilier, le secteur bancaire, les sociétés cotées en bourse, tous ont emprunté pour payer les intérêts qui arrivent à échéance. Ils ont aussi emprunté pour acheter de l'immobilier ou des actions. Alors, comment vont-ils pouvoir rembourser les banques quand les cours des actions baissent, que les dividendes et les loyers sont comprimés par la hausse des coûts de l'immobilier? Non seulement les coûts des prêts hypothécaires, mais aussi la montée des coûts d'assurance. Eh bien, les banques ne peuvent pas se permettre de les laisser faire défaut. Alors elles ont dit, on va vous prêter l'argent pour payer, et encore vous prêter pour payer. Et on continuera à prêter encore et encore. Vous allez faire monter les prix de l'immobilier et des actions. Et nous, on dira, notre garantie vaut le coup. On prête sur des biens immobiliers réels, sur des actions bien réelles. Et regardez, tout monte. Donc on n'est pas du tout en situation de perte de valeur. Mais toute cette hausse des valeurs qui sert de garantie à leurs dettes est entièrement financée par l'endettement. Et les emprunteurs peuvent aller voir la banque et dire « Prêtez-nous encore un peu plus pour qu'on puisse vous payer les intérêts et le service de la dette qu'on vous doit. » Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire défaut. La banque dira « On ne peut pas vous prêter d'argent parce que vous n'avez aucune perspective de remboursement. » Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En ce moment, les taux d'intérêt, les prêts immobiliers sur 30 ans, comme je l'ai dit, sont au-dessus de 5%. Le marché obligataire, les bons du Trésor, eux aussi dépassent les 5%. Donc les taux hypothécaires tournent autour de 7%. Et avec des taux pareils, c'est presque impossible pour les nouveaux acheteurs comme pour les vendeurs de réussir à vendre leur maison. Imaginez que vous deviez déménager ou que vous ne puissiez plus assumer le coût de votre logement. Dans ce cas, vous mettez la maison en vente pour rembourser la banque et avec un peu de chance, en tirer une plus-value. Mais tout à coup, les propriétaires, et on pourrait dire la même chose des actionnaires, se rendent compte qu'il n'y a plus vraiment de marché pour l'immobilier au prix qu'ils ont payé il y a seulement quelques années. À l'époque, ils avaient emprunté et le coût de leur maison restait supportable parce qu'ils avaient un prêt à faible taux d'intérêt. Mais maintenant, les nouveaux acheteurs doivent prendre un prêt avec un taux beaucoup plus élevé. Et le coût de ce crédit, mois après mois, devient tout simplement insoutenable parce que les salaires n'augmentent pas. L'économie ne se développe pas, elle se contracte. Le mauvais temps arrive, les risques augmentent. Le coût de l'assurance habitation monte et les impôts locaux aussi. Alors ces taux d'intérêt élevés menacent de provoquer un nouveau crash immobilier. Cette fois, ce n'est pas à cause de fraude bancaire. Et c'est simplement que l'économie est étouffée la dette.
Vous avez mentionné que le département du Trésor devait emprunter davantage. Eh bien, récemment, le Trésor a annoncé qu'il aurait besoin d'emprunter plus d'argent que prévu. Et cette déclaration en soi renforce les craintes que la situation budgétaire de Washington se dégrade très vite. C'est vraiment le cas, et je pense que c'est désormais visible pour tout le monde. Mais le risque de prêter à un gouvernement qui accumule déjà d'énormes déficits d'une année sur l'autre, avec des charges d'intérêt en hausse, signifie que les investisseurs du monde entier vont exiger des rendements de plus en plus élevés. Ils vont vouloir des taux plus importants. Alors, à quel point la dette nationale américaine, qui ne cesse de croître, pèse-t-elle sur la hausse des coûts d'emprunt dans l'ensemble de l'économie américaine? Cette peur que le gouvernement ne puisse pas payer parce qu'il a un déficit budgétaire, c'est de l'économie de pacotille. C'est une erreur de raisonnement. Cette idée que le budget de l'État fonctionne comme celui d'un ménage. L'État n'est pas un ménage. Si du jour au lendemain, vous devez dépenser plus que ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas aller au supermarché, faire vos courses et dire à la caissière « Je n'ai pas assez d'argent pour payer. Laissez-moi vous écrire une reconnaissance de dette et vous pourrez peut-être payer votre fournisseur de légumes avec ça. » Vous perdriez de l'argent. C'est absurde. L'État, lui, peut toujours créer de la monnaie. Et quand je dis que l'État peut créer de la monnaie, je veux dire que la Banque centrale peut le faire. La Réserve fédérale peut tout simplement créer de la monnaie électronique dans son bilan. Et le gouvernement, en pratique, fonctionne avec un déficit. La Fed lui accorde un crédit électronique sur son propre bilan et elle finit par détenir une part de plus en plus importante de la dette fédérale accumulée. En somme, le gouvernement se doit de l'argent à lui-même. Il n'a pas besoin d'emprunter sur les marchés, puisque la Réserve fédérale peut créer cette monnaie librement, pour ainsi dire, au simple coût de l'électricité qui fait tourner ses ordinateurs. Et pourtant, on entretient cette idée que la finance ferait partie de l'économie réelle, un peu comme le budget d'un ménage. Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'économie bidon qu'on enseigne aux étudiants en économie. Et c'est pour ça que les économistes ne sont pas ceux qui dirigent la plupart des fonds d'investissement ou des fonds boursiers. Ces fonds sont gérés par des gens qui ont échappé à ce type de formation économique. Eux, ils vont dans des écoles de commerce où on leur apprend à utiliser l'endettement comme levier, à réduire leurs impôts et même à devenir exonérés d'impôts. Mais franchement, c'est absurde. Alors, la réponse de la Réserve fédérale à la crise de 2008, c'est que non seulement elle a financé la dette publique en créant de la monnaie électronique, mais en plus, comme je l'ai dit, elle a prêté aux banques à des taux proches de 0,1%. Et en même temps, elle leur versait, je crois, autour de 2%, je ne me souviens plus du taux exact, sur leurs dépôts. Les banques pouvaient emprunter à moins d'1%, simplement prendre l'argent qu'elles avaient emprunté, le laisser en dépôt à la Réserve fédérale et toucher de l'argent gratuit. C'était une loi spéciale mise en place par l'administration Obama. Il a dit « Je dois récompenser mes donateurs de campagne avec un déjeuner gratuit et un moyen de gagner des milliards facilement. » Alors voilà ce qu'ils ont fait. Leur prêter de l'argent gratuit, leur permettre de le placer à la Fed, juste le laisser en dépôt, et ils gagneraient assez pour se sortir eux-mêmes de la fraude financière. Et si jamais ils ne faisaient pas faillite, on n'aurait pas besoin de poursuivre les escrocs responsables de la fraude hypothécaire. Franchement, c'était une véritable mascarade de l'administration Obama. Alors, plutôt que de laisser les banques et leurs déposants perdre de l'argent, il a en gros dit « Eh bien, on peut charger toute l'économie de dette pour faire de l'argent,
créer des milliers de milliards de dollars pour les actionnaires et les détenteurs d'obligations et sacrifier l'économie. Mais après tout, qui est-ce que je représente? Qui le Parti démocrate représente-t-il? Mes donateurs de campagne, bien sûr. C'est donc ce qu'il a fait. Le résultat, comme je l'ai dit, ça a été un énorme boom du marché obligataire, mais une économie en forme de K. Les secteurs financiers et immobiliers, ainsi que la richesse du 1 à 10% de la population, ont explosé. Le reste de l'économie, lui, a été de plus en plus étouffé parce qu'il devait payer les intérêts d'une dette toujours plus lourde. Dettes hypothécaires, dettes de cartes de crédit, prêts étudiants, crédits automobiles. Tous ces remboursements de dettes ont fini par étrangler sa capacité à respirer économiquement. Le résultat, c'est que le marché de la consommation aux États-Unis ne s'est pas vraiment développé. Et l'une des conséquences, c'est que l'an dernier, en 2025, la moitié de toute la hausse des dépenses de consommation provenait des 10% les plus riches de la population. En d'autres termes, les milliardaires achetaient des sacs de luxe, beaucoup de mode italienne, un peu comme au XVIIIe siècle. Ils dépensaient aussi pour des liftings au Botox, très à la mode en ce moment. Les dépenses de luxe ont fortement augmenté, mais pas celles liées aux besoins essentiels, comme l'alimentation, les transports, l'essence ou le chauffage. Cette économie en forme de K, c'est le résultat d'une politique qui fait tourner l'économie pour enrichir le secteur de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, le secteur qu'on appelle le FIRE, au détriment de l'économie dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie financière, pas de l'ingénierie industrielle. Et c'est justement ça qui a en quelque sorte façonné toute la reprise après 2008. Mais ça a laissé l'économie très endettée, très dépendante du levier de la dette. Ce qui veut dire qu'elle a très peu de marge pour recommencer à relever les taux d'intérêt, surtout à des niveaux qui mettraient les acteurs en difficulté. Et encore moins si la rupture du commerce international du pétrole oblige certaines entreprises à arrêter leur production, simplement parce qu'elles ne peuvent plus s'approvisionner en pétrole pour faire tourner leurs usines. D'après le Wall Street Journal, les agriculteurs auraient déjà réduit leurs semis cette saison parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'acheter des engrais devenus trop chers. Ces engrais sont fabriqués à partir de gaz naturel, dont le prix a fortement augmenté, puisque les États-Unis en exportent désormais une grande partie pour remplacer le gaz russe en Europe et en Asie. Ils n'ont plus les moyens d'acheter l'essence pour faire tourner les tracteurs. Ils ne peuvent même plus acheter de tracteurs. Les prix ont explosé parce que les grands fabricants de tracteurs, nos entreprises américaines, ont délocalisé une bonne partie de leur production en Europe. Et avec quoi fabrique-t-on des tracteurs? Avec de l'acier et de l'aluminium. Or, Trump a imposé des droits de douane très élevés, autour de 50%, sur l'acier et l'aluminium utilisés dans ces tracteurs importés dont les agriculteurs ont besoin. Résultat, les prix des tracteurs neufs ont flambé, et ceux des tracteurs d'occasion aussi, parce que les agriculteurs essayent d'éviter de payer ces nouveaux tarifs exorbitants. Les droits de douane de Trump ont aussi largement contribué à mettre à mal l'économie américaine. Tout ça parce qu'il disait « Si on peut lever de l'argent grâce aux droits de douane, en faisant payer les salariés, les agriculteurs et l'industrie, alors je peux baisser les impôts du 1% le plus riche, ma base de milliardaires. » Trump a créé, enfin, il a encore plus embrouillé l'économie qu'Obama ne l'avait fait. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Les entreprises n'arrivent même plus à obtenir le pétrole nécessaire pour fabriquer les plastiques liés à l'ALENA. Elles s'inquiètent de savoir qui va produire les sacs plastiques dont on a besoin pour emballer tant de choses, pour protéger les aliments dans les supermarchés. Et puis, la construction va être freinée. Tous les produits pétroliers, les huiles nécessaires pour les voitures, pour les lubrifiants,
sont réduits. On va avoir une rupture dans la chaîne des paiements, et ça veut dire que les entreprises vont devoir ralentir leur production. Et ça veut dire moins d'emplois. Et ça veut dire plus de chômage, ce qui va creuser les déficits ici et ailleurs et rendre l'économie encore plus déséquilibrée, écrasée par le poids de la dette. Parce que quand on est au chômage ou quand le coût de la vie augmente, comment voulez-vous rembourser vos dettes? Pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise. Si une entreprise réduit sa production, comment va-t-elle payer les dettes qui arrivent à échéance? Si c'est une société immobilière, le coût du chauffage, le prix de l'électricité, tout ça explose. Comment va-t-elle s'en sortir? On est en train de préparer un vrai chaos. Et pourtant, la bourse continue de monter. Avant de parler du marché boursier, parce que je sais que nos téléspectateurs ont beaucoup de questions sur le fait que la bourse se porte bien alors que le reste de l'économie ralentit, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le marché obligataire. C'est un sujet central depuis plusieurs semaines. On a vu une vague de ventes et les rendements des obligations ont augmenté, comme vous l'avez mentionné au début de l'entretien. Comment les conditions actuelles du marché obligataire se comparent-elles à celles d'autres périodes, comme la crise inflationniste des années 70, le début des années 80, ou encore la période qui a suivi la crise financière de 2008. Si vous deviez faire la comparaison, relever les différences et les points communs, qu'est-ce qui, selon vous, distingue le plus la situation actuelle? Bonne question. Comme je l'ai déjà expliqué, la crise de l'inflation des années 70 a été provoquée par la guerre du Vietnam, cette fameuse économie du beurre et des canons. Les dépenses militaires américaines à l'étranger représentaient à elles seules tout le déficit de la balance des paiements du pays. Elles absorbaient une énorme part du capital et de l'emploi, donc le travail ne manquait pas. La guerre du Vietnam et les années 70, c'était l'âge d'or du travail américain. C'est à ce moment-là que les salaires et le niveau de vie ont augmenté. Et Volcker a dit « Je représente la classe bancaire. Le travail est notre ennemi, comme il l'a toujours été pour les banquiers. » Au XIXe siècle et au début du XXe, on pensait que plus les salaires étaient bas, plus on pouvait extraire d'argent sous forme de profit pour verser des dividendes et financer les programmes de rachat d'actions. Ma circonscription, en gros, ce sont les banquiers, et l'ennemi, c'est le travail. Donc je vais provoquer une dépression. Ça apprendra aux travailleurs à vouloir, enfin, ça brisera le mouvement de syndicalisation. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'emplois, que les entreprises, enfin, que les travailleurs seront désespérés de trouver du boulot et qu'ils accepteront de travailler pour des salaires plus bas. Et c'est exactement ce qu'on veut. Des salaires plus bas, ça veut dire plus de profit. Plus de profit, ça veut dire plus d'investissement, plus de prêts bancaires pour ma circonscription. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il appelait une économie en surchauffe, avec trop d'emplois. Ce qu'on a, c'est le chômage qui augmente. On a du sous-emploi. On n'a pas d'inflation salariale. Au contraire, les salaires sont de plus en plus comprimés. Et c'est ça qui pousse les salariés à s'endetter avec leur carte de crédit, puis à ne plus pouvoir rembourser. Ils sont pris à la gorge parce qu'ils doivent maintenant rembourser d'énormes prêts étudiants. Et dans tous les types d'endettement, prêts immobiliers, prêts automobiles, les taux de défaut augmentent. On est donc dans une situation complètement différente de celle des années 70. Pourtant, la rhétorique et cette espèce d'économie de pacotille que les marchés financiers et les médias continuent de promouvoir, c'est la même. Ils ne se rendent pas compte qu'on est aujourd'hui dans une impasse bien plus étroite qu'à l'époque. Dans les années 70, le gouvernement pouvait encore dire
Très bien, on va réduire les dépenses militaires, on va rééquilibrer le budget, on va baisser les impôts, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de baisser les impôts davantage que ce que Trump a déjà fait, sans provoquer une véritable révolution politique dans ce pays.